Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant de l'expérience qui a été réalisée afin de tester les inégalités de Leggett et leur version discrétisée. Donc le dispositif expérimental se présente comme suit. On a d'abord ici un laser à argon à 351 nanomètres qui est focalisé par une lentille sur un cristal de 2 mm d'épaisseur en bêta-borate de barium. Celui-ci a une périfringence qui provoque l'émission de paires de photons intriqués à 702 nanomètres, à plus ou moins 5 nanomètres près pour leur longueur d'onde. Et passe, il y a deux branches, inutile de dessiner les deux, elles sont identiques. D'abord une série de systèmes tels que une lame demi-onde, un interféromètre, etc., dont le but est essentiellement d'apporter des corrections, des compensations, afin, par exemple, de garantir que les photons sont intriqués, sont dans l'état singulier. La transition se fait avec une fibre optique monomode, et on arrive à un dispositif, ce qu'on appelle une lame quart d'onde et un filtre polarisant, qui peuvent être tournés, orientés avec un dispositif motorisé, et qui permettent de choisir des angles de mesure alpha 1, bêta 1 d'un côté et 2 de l'autre, de façon à pouvoir tester les différentes configurations pour les inégalités de Leggett. Et enfin, on a un détecteur qui est construit avec des diodes au silicium. La puissance totale du laser est de 40 mW. Elle a choisi cette puissance pour optimiser le fonctionnement. Pour avoir une fréquence suffisamment stable, il faut une puissance suffisante, mais il ne faut pas non plus une trop forte puissance, car cela saturerait les détecteurs et on ne pourrait plus détecter les photons à 1 et en particulier corréler les coïncidences de détection dans les deux bras pour les deux photons d'une paire. Les mesures montrent qu'il y a moins de 2% de photons qui sont perdus. Comme je vous l'avais dit, on a beaucoup amélioré aussi bien les fibres optiques que les différents dispositifs. Il y a très peu de pertes, moins de 2%. Et une vérification directe des états intriqués montre une efficacité de 99% à plus ou moins 0,2, ce qui est excellent. Le taux des photons est d'environ 10 000 par seconde. Il ne faut donc que quelques secondes pour avoir une mesure statistique très fiable avec des milliers et des milliers de mesures. On trace ainsi des graphiques pour différentes valeurs de grand N. Rappelez-vous le nombre d'états discrets, 2, 3 ou 4. À 1, il n'y a aucune violation, donc c'est 2, 3 ou 4. Et on obtient, ainsi on a la droite par exemple pour n égale 3, la prédiction de la mécanique quantique, et les mesures donnent une série de points qui viennent ici. Alors on voit clairement qu'il y a violation de la contrainte des inégalités de Leggett et qu'on n'est pas tout à fait à la limite quantique parce que, à cause de la perfection des détecteurs et du fait qu'on n'est jamais strictement dans l'état singulier parfait. Il dresse ensuite un tableau très complet avec les différentes valeurs de n, les différents angles phi, donc entre les directions A et B, rappelez-vous, dans les formules, phi, avec des angles 12,5 degrés, etc. Donc pour se mettre à différents angles ici. Et on compare la limite des variables cachées, données par les inégalités de Leggett, avec la mesure expérimentale. Plus ou moins, chaque fois, une erreur de mesure qui est mesurée et calculée.
On constate alors des violations des inégalités de Leggett avec ce qu'on appelle un écart, pour ce qui est de la validité de la mesure, des écarts à 6 sigma ou jusqu'à 17 sigma. En fait, un sigma, c'est l'écart type, donc il y a toujours une certaine imprécision dans les mesures. L'écart type, c'est là où on a, en peu de choses près, c'est là où on a la moitié des résultats. Et plus on prend un grand nombre de sigma, plus c'est précis. En général, pour un résultat scientifique, on exige 5 sigma en physique. Ici, on va de 6 à 17 sigma, ce qui est une précision considérable. Et ceci, pour toutes les mesures, tous les points de mesure. Donc, les inégalités de Leggett sont violées par la mécanique quantique et confirmées par l'expérience. Ce type de résultat est particulièrement intéressant parce qu'il permet de rejeter toute une large classe de théories à variables cachées non locales. Rappelez-vous, le modèle de Leggett, avec sa fonction C, ce modèle est d'une très grande généralité. En précisant la structure exacte de la fonction C, on pourrait construire un grand nombre de modèles physiquement différents et c'est rejeté par l'expérience. C'est remarquable parce que, à cause de la généralité du résultat, et aussi parce que il n'y a probablement pas si longtemps que ça, quelques années à peine, on n'aurait pas imaginé qu'on puisse aussi facilement invalider des théories à variables cachées non locales. Mais c'est bien le cas. Notons qu'elles ne sont pas toutes rejetées. La théorie de Bohm, David Bohm, que nous devons encore voir, reproduit exactement les résultats de la mécanique quantique et ne peut donc pas être invalidée par ce type d'expérience. En tout cas, on a vu que les théories à variables cachées ne pouvaient pas être simples à cause de la non-localité, à cause de la contextualité, et un modèle très général mais simple comme celui de Leggett est invalidé. Donc même en introduisant des variables non locales, c'est pas simple. Un point qui méritera encore d'être étudié dans l'avenir, nul doute que les expérimentateurs s'y attaqueront, c'est de faire intervenir la relativité. Parce que dans ces expériences, il n'y a pas d'aspect relativiste. La relativité peut avoir son mot à dire sur l'existence d'un référentiel privilégié ou non, puisque l'échange d'un signal d'une nature quelconque, physique quelconque, dans une théorie à variables cachées non locales, implique l'existence d'un référentiel privilégié, parfois appelé éther quantique. Un tel référentiel privilégié n'est pas du tout prouvé, probablement n'existe-t-il pas. Mais la relativité permettrait de trancher, il faudrait donc pouvoir faire des expériences, dégager des résultats, comme le théorème de Bell ou le théorème de Leggett, ou d'autres théorèmes que nous avons vus, mais dans le domaine relativiste. Et dit, voilà, si on fait une telle expérience, ça prouverait qu'on doit déclasser toute une série de théories, y compris dans le domaine relativiste. La théorie de Bohm, par exemple, est une théorie non relativiste, et donc une telle expérience serait très utile, de telles expériences seraient très utiles pour invalider, par exemple, la théorie de Bohm, si ça peut se faire. Voilà, alors il nous reste un cas à voir, un théorème important, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, c'est le théorème de Malament. Et le théorème de Malament est justement un théorème qui fait intervenir la relativité. Et donc, il apporte quelque chose que j'estime, personnellement, fort important, même si on ne l'entend pas beaucoup dans la littérature, mais il est quand même cité à quelques endroits, et je l'estime comme étant très important. Nous verrons ça bientôt. Je vous remercie.